Aujourd'hui, donc, étude du premier texte de Dostoïevski, Le rêve d'un homme ridicule. En se rappelant que le seul but, c'est de vous donner envie de lire vous-même le texte, et qu'un texte littéraire est toujours plus riche que les interprétations que l'on peut en donner. Donc je ne vais donner qu'une interprétation de ce texte. Ce rêve d'un homme ridicule est paru dans un journal qui s'appelait Le Citoyen, et c'est repris dans le journal d'un écrivain. Alors le journal d'un écrivain, ça fait 1500 pages, c'est l'ensemble des analyses politiques faites par Dostoïevski, à l'intérieur desquelles, de temps en temps, il y avait un récit. Je vais développer mon interprétation en 4 temps: le récit en bref, l'enjeu en bref, le récit en détail, l'enjeu en détail. Au premier temps, le récit en bref. C'est un homme, c'est l'histoire d'un homme qui se présente comme un progressiste russe contemporain. Il a décidé de se suicider et il chasse une jeune fille, une petite fille, qui lui demande de l'aide. Il s'endort et il fait un rêve. Il rêve d'un paradis social, ignorant le mal. Ce paradis est très éloigné des images juives et chrétiennes du paradis. C'est pas le paradis d'Adam et Ève avant la faute, ce n'est pas le paradis futur après le jugement dernier, tel qu'on le trouve par exemple si on va aux Hospices de Beaune dans le tableau de van der Weyden. C'est un paradis panthéiste avec réconciliation intérieure des hommes, réconciliation extérieure entre les hommes, réconciliation entre l'homme et la nature. On verra aussi tout à l'heure que c'est un paradis communiste, les enfants sont éduqués en commun. Donc c'est très proche du tableau de Claude Gelée, Acis et Galatée. Et dans ce paradis social, problème du mal. Introduction d'un grain de sable, introduction d'une goutte de fiel qui va transformer ce rêve idéal en cauchemar. On passe de la lumière du monde à la nuit du monde. À son réveil, conversion, le héros, qui est un progressiste russe contemporain, va éliminer l'utopie, va passer du mythe socialiste, communiste, anarchiste, panthéiste, et il va retrouver les vertus théologales, il va rechercher la petite fille pour l'aider. Donc la petite fille est au début du récit et à la fin du récit. Ce rêve est très proche d'un autre texte développé par Dostoïevski, et si jamais un jour vous devez lire un texte de Dostoïevski, c'est celui-là qu'il faut lire. C'est la confession de Stravogin au Tsarets Tikhon, à la fin du roman Les démons. Stravogin, c'est quelqu'un qui a violé une petite fille. Elle s'est suicidée après l'avoir menacée avec son poing, et pendant qu'elle se suicide dans un placard, Stravogin est complètement indifférent, et il regarde une plante, un géranium, sur laquelle il voit une petite araignée rouge. Cette scène est tellement forte et tellement violente qu'elle a été jugée inacceptable par le journal, et donc elle a été censurée. Elle n'a jamais été publiée du vivant de Dostoïevski. Cette scène, on la retrouve dans le film de Visconti, Les damnés. Les damnés, c'est l'histoire de la nuit des longs couteaux dans laquelle les SS vont massacrer les SA, et il y a cette scène de Dostoïevski transposée par Visconti. Stravogin n'a rigoureusement aucun remords. Mais des années plus tard, il se retrouve par hasard dans un hôtel, et là je vous lis le texte. J'ai eu un rêve tout à fait inattendu, car je n'avais jamais vu quelque chose de semblable. Au musée de Dresde figure un tableau de Claude Gelée, intitulé dans le catalogue Acis et Galatée, si je ne me trompe. Je l'appelais, moi,
l'âge d'or, sans trop savoir pourquoi. Je l'avais déjà contemplé auparavant, et cette fois encore, en passant par Dresde, c'est ce tableau que j'ai vu en rêve. Non pas comme toile, mais comme paysage réel. C'est un coin enchanteur de l'archipel grec, des flots bleus caressants, des îles, des rochers, des rives fleuries, un panorama magique dans le lointain, un coucher de soleil fascinateur. Les mots manquent pour le décrire. C'est ici qu'est le berceau de l'humanité européenne. C'est ici que se sont déroulées les premières scènes de la mythologie. Ici est le paradis terrestre. Ici ont vécu de nobles hommes. Ils se levaient et s'endormaient heureux et innocents. Les bosquets s'emplissaient de leurs chants joyeux. Leurs énergies vierges se dépensaient en amour et en joie candide. Un sentiment de félicité, jamais encore éprouvé, emplissait mon cœur jusqu'à la douleur. La journée déclinait, et à travers les vitres de ma petite chambre, tamisées par des fleurs en pot, sur l'appui de la fenêtre, pénétrait toute une gerbe de rayons obliques qui inondaient la lumière. Je me suis hâté de refermer les yeux, ayant soif de prolonger le songe disparu. Mais soudain, j'ai vu apparaître, comme au milieu d'un incendie rouge, la petite araignée écarlate. Elle m'est apparue telle que je l'avais vue sur la feuille du géranium, alors que les rayons obliques du soleil couchant pénétraient, comme aujourd'hui, par la fenêtre près de laquelle j'étais assis. J'ai senti comme un fer qui entrait dans ma chair. Je me suis redressé, je me suis assis sur le lit. Je vis devant moi Matryoshka, toute maigrie, les yeux enfiévrés, exactement comme à l'heure, comme elle demeurait debout sur le seuil de ma chambre et hochant la tête, leva vers moi son petit poing. Et jamais rien ne me fit autant souffrir. Le désespoir lamentable de ce petit être impuissant, à l'intelligence encore rudimentaire, me menaçant. Que pouvait-il me faire? Et n'accusant que lui-même. Jamais je n'ai éprouvé quelque chose de semblable. Donc, on retrouve exactement le même thème. Un paradis perdu, parce qu'il ignore le mal, non pas parce qu'il a résolu le problème du mal, mais il ignore le mal. Et d'un seul coup, la petite araignée rouge qui apparaît et qui perturbe complètement ce paradis perdu. Je passe maintenant rapidement à l'enjeu en bref. Pourquoi est-ce que Dostoïevski fait paraître cette nouvelle dans le journal Le Citoyen? Parce qu'il se bat contre un courant qu'il juge dominant à son époque et toujours à la nôtre, l'humanisme athée. Que veulent les humanistes athées? Les humanistes athées veulent convertir un faux espoir religieux en véritable espoir politique. Donc ils veulent réaliser le règne de Dieu sur terre en unifiant le règne de Dieu et celui de César. Et pour cela, ils veulent la croissance économique, et la croissance économique, c'est, dans l'esprit de Dostoïevski, l'une des trois tentations que Satan lance à Jésus dans le désert. Transformer les cailloux en pain. Vous avez deux miroirs. Vous avez l'homme qui projette ses qualités et qui reçoit, en sens inverse, ses propres qualités projetées en Dieu. Ça, c'est la religion. La religion est une aliénation. La philosophie, c'est le contraire. La philosophie vise la destruction de la religion. La philosophie, ça consiste à récupérer sur terre les prédicats qui ont été projetés en Dieu. Vous avez donc l'idée que la religion, c'est un homme inversé, un homme aliéné,
Ce n'est pas du tout Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu, et tant qu'il se met à genoux devant sa propre création, il ne progressera jamais. Donc, but des humanistes athées, convertir un faux espoir religieux en vrai espoir politique. But de Dostoïevski, l'inverse. Convertir un faux espoir politique en véritable espoir religieux. Donc séparer la religion de la politique, séparer César et Dieu, et se rappeler que l'homme ne vit pas que de pain. L'homme vit de belles paroles qui donnent un sens à sa vie. Deuxième présentation de ce but de Dostoïevski, les humanistes athées, en particulier un texte très intéressant de Bakounine, détestent les tièdes, les gens du centre en politique. Pour les humanistes athées, le centre est une fausse synthèse. Le véritable universel est porté par l'extrême gauche, contre l'extrême droite. Et le centre, c'est un ventre mou. Donc il n'y a absolument aucune réconciliation possible entre les slavophiles et les pro-occidentaux. Là encore, Dostoïevski vise à montrer exactement le contraire. Le but de Dostoïevski, c'est de dire les humanistes athées ont raison en religion. En religion, soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas, il n'y a pas de tiède. Donc c'est vrai que la religion, c'est tout ou rien. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas la prudence d'Aristote. Par contre, en politique, il y a une possibilité d'un bien commun. Il y a la possibilité d'un juste milieu. Et donc, Aristote a raison en politique. Les humanistes athées confondent la politique et la religion. Donc, pas de tiède en religion. Par contre, valeur des tièdes entre l'eau glacée et l'eau brûlante. Il vaut mieux l'eau tiède en politique.